Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e édition du Marketing Reboot. Alors, un sujet passionnant, les programmes de fidélité ont 40 ans en 2020, est-ce qu'ils vivent leur crise de la quarantaine? C'est ce qu'on va regarder et écouter pendant les prochaines minutes. Alors, pour commencer déjà, les programmes de fidélité, on le voit, certains créent de nouveaux programmes de fidélité, un Lululemon par exemple, d'autres le suppriment. Peut-être que vous entendez parler ou avez eu affaire à des programmes payants. Bref, pas mal de choses se passent au niveau opérationnel, au niveau des programmes de fidélité et pas seulement dans les entreprises, mais aussi au niveau de la recherche, puisque ça reste un sujet extrêmement vivace dans la recherche académique. Alors, pour en parler aujourd'hui, on va le faire avec Thibaut Munier, avec qui j'ai eu la chance de cofonder le groupe Numberly. Bonjour Thibaut. Bonjour Isolis. Et avec Grégoire, qui est le patron de la recherche au sein du groupe Numberly. Bonjour Grégoire. Bonjour Isolis. Alors déjà, Thibaut, pour commencer, est-ce que quand on parle de programme de fidélité, on parle de clients, de différents clients, est-ce que tous les clients naissent égaux? Alors c'est une très bonne question et en réalité évidemment, non, c'est même le point de départ de la création des programmes de fidélité. Tous les clients, ne sont pas égaux. Il y a pour ça plusieurs méthodes qui nous permettent, de le constater, de le mesurer. Une première famille de méthodes qui est plutôt, rétrospective. On regarde le passé, on calcule ce qu'on appelle des PMG, des petits, moyens et gros clients, ou bien on travaille sur une segmentation RFM, récence, fréquence, montant, qui nous permet de hiérarchiser au fond, la valeur, des clients et de trouver les variables qui, sont les plus discriminantes entre ces différents segments. Deuxième approche, une approche beaucoup plus tournée vers le futur, une approche prédictive qui n'est pas au contraire contradictoire des précédentes, mais qui vient les compléter. On parle d'approche là de Customer Lifetime Value ou de CLV ou de LTV. Il s'agit bien sûr de projeter l'évolution de la valeur individuelle, de calculer un flux de revenus futurs qu'on actualise, un peu comme en finance, pour, encore une fois, hiérarchiser nos clients. Et ce faisant, on constate que, bien sûr, les clients ne sont pas tous égaux. Et on va avoir à cœur, quand on est un distributeur, quand on est une marque, de pouvoir traiter différemment ces valeurs de clients. On parle souvent de pyramide de valeurs avec un petit nombre de clients qui pèsent une grosse part du chiffre d'affaires et donc on souhaite les identifier, ces clients à forte valeur. Et c'est pour ça que dans l'histoire, on a créé des programmes de fidélisation. Le premier, bien sûr, c'est le programme Green Stamps aux États-Unis, un premier programme donc qui était multi-enseigne avec des rewards déjà, donc un certain nombre de récompenses, une mécanique de gain de points et ensuite de rédemption avec des récompenses. À l'époque, les consommateurs obtenaient des timbres pour chaque dollar dépensé. C'était chez un distributeur, bien sûr, américain. Et ce faisant, bien le distributeur a pu enfin, connaître, ses clients, créer un fichier de clients et bien sûr, compiler les achats de chacun, ce qui était devenu nécessaire pour pouvoir, distribuer ses points. Puis un exemple beaucoup plus récent, mais qui a marqué au fond la renaissance des programmes de fidélisation, c'est l'exemple de American Airlines, qui a créé en 1981 le premier programme de fidélisation dit moderne, All Advantage, qui est un programme intéressant et innovant, puisque pour la première fois, une compagnie aérienne eh bien, va distribuer des miles à ses membres, ceux qui se seraient inscrits à son programme, en vue, bien sûr, de pouvoir leur offrir des récompenses, là aussi. Et c'est vrai que dans le transport aérien, on a des raisonnements qui ne sont pas toujours, hein, pardonnez-moi, d'une immense subtilité, mais on avait l'habitude de dire avant, la création de ce programme par American Airlines que le métier des compagnies aériennes, c'était au fond, de vendre des sièges, d'avion à des paires de fesses. Et ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on ne savait pas qui étaient les voyageurs. Est-ce que c'était, 1 000 000 de voyageurs différents qu'on avait vus peut-être, au cours d'un mois écoulé? Ou bien est-ce que c'était, 100 000 voyageurs seulement qui chacun avait volé 10 fois? Et c'est, cette question, on a pu y répondre qu'avec l'embasement et dans un programme de fidélité comme celui de All Advantage.
Et finalement, cette question, est-ce que j'ai eu 1 million de clients ou 10 000 clients, il y a encore énormément d'industries qui ne peuvent pas y répondre et qui se demandent, mais finalement, c'est quoi exactement la fidélité? Alors, Grégoire, peut-être que tu vas nous expliquer ça de manière compréhensible. Alors, la fidélité client, la bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet de recherche depuis très longtemps. Les chercheurs en marketing, depuis les années 60, cherchent à mieux définir ce que ça veut dire être un client fidèle. Alors, il y a 3 temps forts, en fait, pour définir ce que c'est, en 2020, la fidélité d'un client. Il y a la première école, les années 60, qui définit la fidélité comme une attitude d'un consommateur. Donc, on parle là de fidélité attitudinale. C'est l'idée de développer une préférence pour une marque plutôt que pour une autre. Et puis, à la fin des années 70, début des années 80, on est contemporain avec les débuts du programme d'American Airlines, on définit la fidélité non plus tellement comme une attitude, mais comme un comportement. En d'autres termes, les comportements d'achat. On étudie la monofidélité. Est-ce qu'on est exclusif dans notre consommation à une marque? Est-ce qu'on achète de manière régulière? Quelle est notre ancienneté de relation avec une marque? Et il faut attendre en fait les années 90 pour finalement arrêter une définition de la fidélité d'un client. Et cette définition, on la qualifie aujourd'hui de dual. La fidélité, c'est quelque chose de dual qui combine à la fois des dimensions comportementales, ça se traduit dans des achats, et également la dimension attitudinale de la fidélité, l'idée de préférence. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la présence d'un certain nombre de clients qu'on appelle des killer customers. C'est d'ailleurs le titre d'un célèbre ouvrage de Selden et Colvin, qui suggère qu'il y a beaucoup de clients qui sont extrêmement fidèles et qui pourtant ne sont pas rentables. D'ailleurs, American Airlines, pour l'anecdote, avait mis fin à un programme VIP, qui était un programme de voyage illimité et à vie en business class sur American Airlines, puisque le PNL de ce programme VIP, finalement, était extrêmement négatif. Ils ont décidé de mettre fin à ce programme qui était plutôt constitué de killer customers que de clients très rentables. Alors effectivement, et tu fais bien de le faire, on a vu ce qu'était la fidélité, mais qu'est-ce qu'un programme de fidélité, hein, puisque bien sûr, on n'aborde pas en marketing la fidélité uniquement à travers les programmes. Un programme de fidélité, au sens strict, hein, c'est un système intégré d'action marketing, de communication ciblée qui vise à encourager la fidélité et les achats répétés et à finalement augmenter le coût au changement pour le consommateur, hein, qui va avoir de plus en plus d'incitation à ne pas changer. Et puis aussi, bien sûr, un programme il vise à influencer positivement les attitudes, hein, on vient de le voir, des consommateurs avec des systèmes de récompenses qui peuvent être abstraites ou concrètes. On va voir quelles sont les récompenses d'un programme de fidélité un peu plus loin. Mais un programme de fidélité, ça n'est pas la fidélité au total pour une entreprise, ça n'est pas le marketing relationnel en soi. Donc on a bien aussi la notion de programme relationnel qui finalement utilise la connaissance client pour établir, maintenir et développer la relation à long terme. Et là encore, on va le voir. Autant il y a 40 ans, et c'est pour ça qu'on parle de crise de la quarantaine, on ne parle pas uniquement de crise de la quarantaine parce que Thibaut Munier est présent dans la salle, mais vraiment parce que ça fait du sens pour les programmes de fidélité. Parce qu'il y a 40 ans, il y avait une jonction parfaite entre la vision de la fidélité et les visions des programmes, notamment chez les retailers ou les compagnies aériennes. Mais l'arrivée du digital a complètement troublé ça. Et aujourd'hui, on a des coexistences de programmes relationnels, évidemment, de programmes de fidélité, de programmes d'engagement. Et au-delà de coexistence, on peut même parler d'emboîtement quelque part. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, le but du podcast, c'est de différencier tous ces éléments-là et vraiment de faire un zoom sur les programmes de fidélité qui ont besoin de se réinventer. Alors, pour qu'ils se réinventent, déjà, il faut les comprendre. Donc, Grégoire, finalement, un consommateur, quel bénéfice il a à rejoindre un programme de fidélité? C'est une excellente question. On peut se dire, après tout, à quoi bon rejoindre un programme? Et il y a des chercheurs, très en pointe d'ailleurs, des chercheurs français, qui appellent cet univers les bénéfices relationnels et qui les ont étudiés en profondeur. Et en fait, la valeur qu'un consommateur va retirer de son membership d'un programme, c'est ce qu'on appelle les bénéfices relationnels. Alors, ils sont bien connus, bien identifiés. Il y a 3 macro-types de bénéfices. Ils sont d'abord utilitaires, ensuite hédonistes et finalement symboliques. Et au sein de ces 3 grands types de bénéfices,
On voit qu'un consommateur, quand il devient membre d'un programme, il va chercher des types de bénéfices qui sont précis. D'abord, il y a des bénéfices qui sont économiques, qui sont des gains monétaires. C'est l'idée de payer moins cher ou d'avoir des promotions qui sont personnalisées en fonction de mes besoins. Il y a des bénéfices de praticité. Je suis membre d'un programme puisque sur ma durée de relation, finalement, c'est de plus en plus simple pour moi, puisque la marque ou l'entreprise avec laquelle j'interagis me connaît de mieux en mieux. Dans les bénéfices qui sont hédonistes, il y a des bénéfices d'exploration. Je découvre, je recherche, j'essaye de nouveaux produits que je ne connaissais pas, et des bénéfices de divertissement. C'est l'idée d'accumuler des points, par exemple, des logiques de gamification. Et finalement, dans les bénéfices symboliques, on a le développement d'un sentiment de distinction de la part de certains clients qui sont membres d'un programme et des bénéfices d'appartenance. Voilà le sixième et le dernier type de bénéfice relationnel. L'appartenance peut paraître lointain, mais c'est extrêmement présent et prégnant pour certaines marques. La plus citée étant d'ailleurs souvent la communauté de marque de Harley-Davidson aux États-Unis, pour laquelle le sentiment d'appartenance des clients est extrêmement développé, et c'est pour ça que le cas Harley-Davidson est devenu un cas d'école depuis. Merci Grégoire, effectivement, on peut comprendre les clients de Harley-Davidson. On serait sûrement fidèles si on était client, si on avait la chance également d'être client. Alors donc, on a parlé des bénéfices, et si on parlait des récompenses maintenant, est-ce qu'il y a un ou plusieurs systèmes de récompenses dans un programme de fidélité ? En fait, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que le système de récompense, c'est souvent la pierre angulaire du succès ou de l'échec d'un programme de fidélité. C'est ça qui constitue finalement l'output de la participation d'un client à un programme. Alors, il y a plusieurs questions à se poser sur le système de récompense, qu'on appelle souvent d'ailleurs la mécanique d'un programme. Et dans ces grandes dimensions, il y en a 4, en fait, que la recherche suggère. Il y a d'abord l'idée de bien identifier si la récompense, elle doit être immédiate versus différée. La recherche nous suggère, par exemple, qu'une récompense qui est immédiate pour le client, elle sera préférée pour des produits ou des services qui sont à plus faible valeur ajoutée, donc moins impliquants. Au contraire, pour des produits ou des services à très forte implication, les récompenses différées seraient plus efficaces. Ensuite, on peut se poser la question de la nature de cette récompense. Est-ce qu'elle est en particulier en lien ou non avec l'activité de l'entreprise, le cœur de métier ? De manière générale, la recherche suggère que les récompenses qui sont directement liées à l'activité de l'entreprise sont plus efficaces pour générer de la fidélité. On a dans le système de récompense une dimension qui est clé, qui est la structure hiérarchique, la structure de points d'un programme. En particulier, le seuil à atteindre de points pour accéder à un palier supérieur dans un programme qui peut avoir un impact considérable. Si ce seuil il est trop bas, alors ça peut être perçu comme pas suffisamment attractif pour un client. Au contraire, s'il est trop élevé, ce seuil il peut décourager certains acheteurs. S'il vous faut 100 000 points pour avoir un PIN, ça devient compliqué d'avoir un programme. C'est ça que tu veux dire, Greg, peut-être ? Oui, absolument. Et la quatrième dimension qui est effectivement essentielle, c'est la récompense, elle est tangible ou elle est intangible pour le client. Les récompenses qui sont tangibles, c'est-à-dire des bénéfices qui sont utilitaires ou financiers, sont souvent préférés par les consommateurs, mais pas nécessairement suffisants pour changer des comportements sur le long terme. Et donc, il s'agit de trouver une combinaison subtile de tangible et d'intangible dans le système de récompense. C'est ce qu'on appelle globalement aujourd'hui en recherche, d'un côté les soft benefits et de l'autre côté les hard benefits d'un programme de fidélité. Lorsque ces bénéfices ils sont économiques ou hédoniques, alors on parle plutôt de bénéfices tangibles qui sont durs, en revanche qui sont plus facilement imitables par mes compétiteurs sur mon marché. À l'inverse, les bénéfices mous ou les soft benefits qui sont fonctionnels, relationnels ou informationnels, eux sont beaucoup plus difficilement imitables par la concurrence, et donc c'est effectivement sur ce terrain de jeu qu'on peut faire une différence. Merci beaucoup. Alors, on a vu ce qu'était un programme de fidélité. Maintenant, pourquoi une entreprise ferait un programme de fidélité ? Alors, Thibaut, on sait tous que Byron Sharp était une de tes idoles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors, effectivement, pendant longtemps, on a vécu dans le règne, au fond, de Frédéric Reichheld, cet associé chez Bain, qui avait énoncé le principe que, en réduisant l'attrition de ses clients de 5%, une firme pouvait augmenter ses profits jusqu'à 125%. Bon, ça, c'est un article assez célèbre dans les années 1990 et une série d'articles d'ailleurs qui ont été publiés dans la Harvard Business Review qu'on connaît tous et qui, au fond, vont servir de justification au développement de beaucoup de programmes. Alors, je ne sais pas si c'est mon idole, mais il se trouve que Byron Sharp a été l'un des premiers à questionner cette étude et ce courant d'études d'ailleurs, en montrant que malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de recherches empiriques réelles derrière ces chiffres, qu'ils reposaient fondamentalement sur une hypothèse théorique et un calcul qu'on peut tous faire, qui consiste à dire que si on perdait 10% de ses clients chaque année, alors la durée de vie d'un client était bien sûr de 10 ans. Et si on arrive à réduire grâce à un programme de fidélisation ce taux d'attrition de 5 points, en passant peut-être de 10 à 5% d'attrition par an, eh bien, on comprend tous que la durée moyenne de la vie d'un client passerait à 20 ans. On peut du coup imaginer qu'on double la profitabilité ou presque du client et donc de la firme. C'est de manière simpliste un peu le calcul de Reichheld. Et ça pose souci, à raison, à Byron Sharp, qui préférerait qu'on mesure concrètement le retour sur investissement et l'impact d'un programme de fidélisation. Problème, c'est pas si simple à faire et à mesurer. Et c'est pour ça, évidemment, que Reichheld s'en est tenu à ces calculs un peu simplistes. Un autre problème pour Byron Sharp, c'est que on regarde pas, au fond, les différences entre secteurs. Alors même si des auteurs célèbres, Jones et sa sœur, s'y sont un peu intéressés, eh bien, on sait bien qu'il y a des différences suivant les secteurs et que le transport aérien, c'est pas la même chose que les cartes de crédit, etc., etc. Un troisième point, c'est que la profitabilité d'un client, c'est pas la même chose que la profitabilité d'une firme, bien entendu. Et il y a un coût pour, par exemple, développer un programme de fidélisation qui n'est pas pris en compte par l'ami Fred. Donc voilà un certain nombre de limites qui sont énoncées par Byron Sharp relativement récemment, et il y a moins d'une dizaine d'années, et qui vont un peu marquer la fin d'un mythe fondateur en matière de fidélisation. On se rend compte du coup que ces programmes de fidélisation, ils mettent en avant un certain nombre de limites et on peut là citer Eugène Labiche. Alors ça, c'est au XIXe siècle, qui nous disait « J'ai fini par m'apercevoir que je n'étais plus seul à partager la fidélité de mon épouse ». Donc c'est un constat douloureux pour Eugène, mais malheureusement qui ressemble étrangement au constat qu'ont pu faire un certain nombre d'entreprises qui avaient développé un programme de fidélité. Elles se sont rendues compte que peut-être leurs plus gros clients étaient aussi les plus gros clients de leurs concurrents. Et en tout cas, dans un certain nombre de secteurs, c'est relativement fréquent. Et on se rend compte que du coup, la multifidélité n'est pas un mythe. Quand on demande, par exemple en France, combien de cartes de fidélité les consommateurs possèdent, eh bien, on a seulement 15% des hommes qui nous disent en avoir moins de 3. Donc, et pour les femmes, on a encore moins, j'avoue, de répondants qui nous disent avoir moins de 3 cartes de fidélité. Donc, la multifidélité n'est pas un mythe. C'est particulièrement développé chez les femmes. Chez Risolis, j'en suis désolé, mais ce sont les faits qui parlent. Et du coup, on peut se poser la question de, au fond, à quoi sert vraiment un programme de fidélité ? Alors tout à fait, un programme de fidélité, finalement, ça sert à gérer cette multifidélité qui effectivement a un biais de gender assez net, il faut le dire, c'est comme ça, et donc à rendre finalement, augmenter la part de portefeuille, et donc à augmenter la rentabilité des clients.
Bien sûr, un programme de fidélité, il sert aussi à retenir ses clients, c'est-à-dire dans le temps, à baisser le churn, on l'a vu, hein, c'est vraiment le levier initial, on va dire, d'un programme de fidélité, d'essayer d'allonger la durée de vie d'un client. Aussi, d'amortir l'investissement en coût de recrutement des clients, puisqu'on investit pour acquérir un client, pour l'attirer sur sa marque. Donc ensuite, la fidélité permet d'amortir ce coût d'investissement, ce coût d'acquisition, diraient aujourd'hui les pure players. Bien sûr, un programme de fidélité, ça sert aussi à recruter de nouveaux clients parfois, en pouvant faire des offres très ciblées, très identifiées. On sait qu'on a aussi un impact sur l'image de marque des entreprises, puisqu'on peut parler aux individus régulièrement de manière plus relationnelle que sur d'autres canaux marketing. Et enfin, un programme de fidélité, il ne faut jamais l'oublier parce que dans bien des cas, et on l'a vu avec American Airlines, un programme de fidélité, c'était fait pour collecter de l'information client, pour segmenter, personnaliser des actions. Et ça, avant l'arrivée du marketing digital, c'était pour beaucoup d'entreprises l'unique moyen d'aller collecter de la donnée. Aujourd'hui, quand on fait du marketing, on a de multiples façons de le faire. Il faut, et c'est important de se souvenir, que pendant longtemps, les programmes de fidélité ont été pour beaucoup d'industries la seule façon et le seul canal pour aller collecter de la donnée. Alors, finalement, ces programmes de fidélité, quels effets ils ont à long terme? Alors pour ça, il faut aller regarder la recherche très très récente, un article de 2019 dont on aura, j'imagine, l'occasion de reparler dans un prochain Marketing Reboot puisqu'il est passionnant. Journal of the Academy of Marketing Science, qui est une revue de premier plan, hein, qui mesure pour la première fois de manière longitudinale les effets de l'introduction d'un programme de fidélité. Et c'est un article qui le fait de manière très, très propre et très structurée, avec d'un côté un échantillon d'entreprises qui ont introduit, donc lancé un programme de fidélité. Il y en a plus de 300 qui sont étudiés entre 2000 et 2015. Et de l'autre côté, un échantillon de contrôle, près de 2000 entreprises qui, elles, n'ont pas introduit de programme de fidélité. Et cet article est passionnant parce qu'au-delà de mesurer, on va y revenir sur les chiffres, hein, au-delà de mesurer l'impact de ce programme sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, il suggère d'abord que l'horizon de temps pour mesurer l'efficacité d'un programme, c'est un horizon de temps qui est moyen-long terme et qu'on observe des effets de rémanence qui sont très longs. En d'autres termes, mesurer l'efficacité d'un programme 6 mois après son lancement, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Alors, sur cette expérimentation grandeur nature, les résultats de cette recherche, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est qu'à l'issue des 12 premiers mois post-lancement du programme, pour les entreprises qui ont lancé un programme, on observe en moyenne plus 7% de chiffre d'affaires et plus 6% sur le bénéfice brut sur la première année. Quand on l'observe à plus long terme, donc à un horizon de 3 ans, ces mêmes chiffres deviennent plus 11% sur le chiffre d'affaires et plus 6% sur les bénéfices bruts. En d'autres termes, les programmes de fidélité, au sens très large, constituent effectivement un investissement en marketing, mais avec une rentabilité qu'il convient de mesurer à moyen et long terme, jamais avant 12 mois, selon cette recherche, et idéalement à 1, 3 ou 5 ans pour en mesurer le plus possible les effets de rémanence sur le long terme. On va maintenant s'intéresser au dernier point qui est ces programmes de fidélité. On a vu qu'ils étaient rentables, on a vu les leviers. Finalement, pourquoi ils ont eux aussi une crise de la quarantaine? Qu'est-ce qui leur arrive à nos programmes de fidélité? Alors, on a beaucoup de chance parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on a des chercheurs français qui sont aux avant-postes de la réflexion sur les programmes de fidélité. Alors on en a retenu 3, il y en a d'autres, hein, on s'excuse pour ceux qu'on n'a pas retenus, mais on a vraiment, en premier lieu, Aïda Mimouni Chaban de Cergy Pontoise, qui fait vraiment un travail remarquable avec Virginie Pespérard de Paris 2 Assas et Polytechnique, et puis à Toulouse, Lars Meyersgarden, qui également est extrêmement innovant sur ces sujets de fidélisation. Donc, on a beaucoup de chance en France. Parfois, dans ces podcasts, on cite beaucoup de chercheurs nord-américains sur le cas des programmes de fidélité.
on a vraiment quelque chose de très très solide dans le monde académique français. Alors finalement, pourquoi ces programmes doivent se réinventer en 2020 ? Parce qu'on disait tout à l'heure, quand ils sont nés, ces programmes, c'était le seul moyen de collecter de la donnée. Avec le digital, les programmes de fidélité sont un des moyens de collecter de la donnée, mais pas le seul. Ils ne règnent plus sur ce domaine. Donc aujourd'hui, on a finalement beaucoup plus d'activation relationnelle, comme des emails ou bien d'autres canaux adressés, personnalisés, qui sont envoyés dans le cadre, par exemple, d'inscription à des newsletters que dans le cadre de programmes de fidélité au sens strict. Donc finalement, l'enjeu, c'est de redonner de la substance à ce programme, de l'insérer dans la politique relationnelle d'une entreprise, de lui donner un sens et la place à laquelle il va permettre d'avoir un levier et un impact positif sur la politique relationnelle générale de l'entreprise. Donc finalement, un besoin souvent d'unification de la prise de parole, de simplification des mécaniques pour les consommateurs et bien sûr de personnalisation. On sait qu'au cœur du marketing d'aujourd'hui, on a la personnalisation, le besoin des entreprises d'être pertinents pour leurs consommateurs. Évidemment, les programmes de fidélité nous donnent énormément de leviers pour l'être, mais aussi ils peuvent avoir des travers. Et le premier, Grégoire, on va en parler maintenant, c'est les programmes de fidélité parfois génèrent trop de pression parce que les activations sont trop nombreuses auprès des consommateurs. Merci, Gélis. Ben oui, c'est un des facteurs de cette crise de la quarantaine, finalement, des programmes de fidélité, puisque beaucoup de recherches récentes suggèrent que beaucoup de mécanismes qui sont exploités dans ces programmes peuvent générer davantage d'effets négatifs que d'effets positifs. C'est cette idée de pression. Quand on regarde les mécanismes qui aujourd'hui sont beaucoup utilisés dans ces programmes, on a les seuils de points dont on a déjà parlé. Cette idée de péremption ou de validité des points qu'on a gagnés, des mécaniques d'incitation à l'achat ou au réachat, des pertes de statut. Et on a une recherche récente, Virginie Pérard, que tu citais à l'instant, Isolis, qui suggère que ces mécanismes ont des effets négatifs qu'on sous-estime souvent, qui sont parfois d'ordre psychologique. Quand on parle de pression, c'est quelque chose qui est ressenti, donc c'est de l'inconfort dans une relation. Cette idée de réactance, finalement, une idée de sentiment de manipulation, des regrets post-achat et des effets négatifs sur le bien-être ressenti par des clients dans une relation avec une marque. Donc, cette idée, par exemple, de perte de statut renforce de manière significative la perception d'une pression qui est négativement perçue par les clients. Alors justement, cette perte de statut, de downgrading, est-ce que tu peux en dire deux mots ? La recherche suggère que le downgrading de clients peut avoir des conséquences qui sont extrêmement négatives, non pas tellement puisque les clients ne réagissent plus, mais parce que les clients réagissent de manière négative, donc défavorable pour la marque, en particulier du bouche à oreille négatif, par exemple. Alors, il y a des bonnes pratiques qui sont soulevées récemment et qui sont, je crois, intéressantes à observer. D'abord, la recherche nous suggère qu'il est beaucoup plus efficace de laisser du temps à un client, donc de lui accorder un délai pour conserver son statut, plutôt que de respecter stricto sensu les seuils de péremption de points ou de perte de statut. Et que, en particulier, lorsqu'il reste un faible effort à réaliser à un client pour conserver son statut, et qu'il est largement préférable de ne pas prévenir un client qu'il va perdre son statut, parce que c'est perçu comme une menace, et qu'il vaut mieux, après coup, lui annoncer qu'on lui avait accordé un délai supplémentaire, compte tenu de la relation longue qui est entretenue entre la marque et son client. Donc finalement, de la déception quand on perd un statut et même parfois de la jalousie. Alors parle-nous de ça, Grégoire. Et toujours en 2019, et toujours Aïda Mimouni-Chaban et Virginie Pez, la France est vraiment aux avant-postes, comme tu le disais. Alors, jalousie, pourquoi jalousie dans les programmes ? Alors, Virginie et Aïda s'intéressent dans un article qui a été publié en 2019 dans une revue américaine
à ce qu'elles appellent le reward gap. Donc, c'est finalement dans quelle mesure est-ce que dans notre système de récompense, on fait un grand écart entre les clients à très forte rentabilité et les clients qui ont une rentabilité moins importante. Et cet article suggère qu'on a là aussi un mécanisme de récompense qu'il faut manipuler avec beaucoup de subtilité, puisque quand le système de récompense est totalement transparent, et ça pour 100% des membres du programme, c'est pas toujours une bonne idée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de jalousie qui peut se développer de la part des clients qui ont des statuts d'entrée dans le programme et qui peuvent observer des récompenses, des rewards pour des statuts plus importants de manière finalement pas très éthique. Et c'est la première recherche qui suggère que la perception d'équité dans un programme à statut est en fait fondamentale et qu'il serait probablement prudent que des rewards qu'on accorde à des clients extrêmement fidèles soient uniquement connus de ces clients fidèles. Donc, l'extrême transparence dans les rewards pourrait avoir ses limites, qu'il faudrait probablement avoir un peu de discrétion quant aux récompenses qu'on accorde à ces différents statuts et finalement utiliser peut-être davantage la customisation des récompenses plutôt que des paliers qui sont stricts en termes de récompenses. Tout à fait, ce qui nous ramène à nos problématiques de personnalisation et peut-être pour aller un peu plus largement sur cette crise de la quarantaine et l'explication de certains échecs de certains programmes de fidélité. Thibaut, tu peux peut-être nous dresser quelques causes rapidement des échecs qui peuvent être identifiés. Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'échec, en tout cas on peut nuancer les effets de ces programmes et on constate que y a un certain nombre de points qui sont identifiés comme étant potentiellement problématiques. D'abord, les systèmes de récompense ne procurent pas forcément suffisamment de valeur pour les consommateurs. Et ça, c'est le point qu'on disait, cet enjeu clé pour un programme aujourd'hui de savoir se différencier face aux autres. Ensuite, un problème de sélection, un effet de sélection finalement des gros acheteurs. C'est-à-dire que les gros clients d'une marque ont forcément intérêt à être clients et membres du programme de fidélité. C'est eux qui vont adhérer en priorité, on le sait, on s'y attend. On a d'ailleurs un objectif de rétention sur ces individus-là, mais c'est vrai que ça va mitiger, on peut le dire, au fond, l'impact et donc le ROI du programme. D'autre part, on peut avoir en certains domaines, dans certains secteurs d'activité, un niveau d'implication insuffisant au sein du programme de fidélité de la part des consommateurs. Donc, tous ces différents points vont contribuer au fond à nuancer un peu l'impact de ces programmes de fidélité. Et si on reparle du transport aérien, par exemple, c'est vrai que dans un premier temps, on a une vraie création de valeur, mais avec une accélération certainement de la fidélisation chez les premiers adhérents de ces programmes. Mais si on prend par exemple le marché européen, on a constaté que, bien entendu, pour un Français, il était naturel et intéressant d'être membre du programme de fidélisation de la compagnie nationale. Et de même pour un Anglais avec celui de British Airways, pour un Allemand de Lufthansa. Donc au fond, quelques années après, une fois que chaque compagnie a adopté ce programme de fidélisation, cette technique, eh bien, on a eu en quelque sorte des positions concurrentielles un peu figées et un manque de concurrence avec presque dans certains cas un dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que au fond, plus personne peut-être n'aurait eu intérêt, ça a été la thèse de certains chercheurs, à avoir un programme de fidélité, mais comme personne ne voulait être le premier à retirer ce programme, eh bien, tout le monde l'a conservé. Donc, c'est un peu excessif, bien entendu, mais c'est important d'avoir en tête ces risques, au fond, que comportent les programmes de fidélisation. Alors, du coup, on en arrive à cette question clé. Quels sont les bons indicateurs pour suivre et pour quantifier le succès d'un programme de fidélisation? Et là, on a un premier point qui est essentiel, qui est celui du taux de couverture du programme. C'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires global de ma marque ou de ma firme qui est couvert en basé, tracé par le programme de fidélisation. Ça nous donne une notion clé de l'impact
que va avoir, potentiel bien sûr, que va avoir ce programme. Puis ensuite, on a des indicateurs clés qui consistent à comparer entre les segments. S'il est difficile, on l'a dit, de mesurer l'impact incrémental global d'un programme de fidélité, il est possible de regarder l'impact par segment. Donc, quelle est la mobilité entre les différents segments des consommateurs qui sont membres du programme? Est-ce qu'on peut s'en servir pour analyser les cycles de vie, pour mesurer la Customer Lifetime Value? Et de là, beaucoup, bien sûr, d'indicateurs vont découler, la fréquence d'achat, le panier d'achat, la valeur du panier, le taux de nourriture, la part de portefeuille, énormément d'indicateurs potentiels pour mesurer, encore une fois, la performance de ces programmes. Merci beaucoup. Pour conclure ce podcast, les programmes de fidélité, c'est vraiment un sujet passionnant. On pourrait faire plein d'épisodes de nos marketing reboot là-dessus. Pour conclure, finalement, les programmes de fidélité, ce sont des outils extrêmement puissants qui ont des dark sides, qui ont des inconvénients aussi, mais c'est un outil extrêmement puissant, mais c'est un outil parmi d'autres dans les programmes relationnels que les marques et les retailers peuvent mettre en place. Donc cet outil-là, il doit trouver sa place, il doit retrouver sa place et faire proprement sa crise de la quarantaine pour se réinventer, intégrer le digital, être cohérent vis-à-vis des consommateurs et cohérent au sein des politiques relationnelles des entreprises qui mettent en place des programmes. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup Grégoire d'avoir animé ce podcast aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté ce Marketing Reboot sur les programmes de fidélité et on sera ravis de vous retrouver pour la 7e session de ces podcasts très prochainement. À très bientôt. Merci.